Bien, nous allons reprendre. Professeur Xavier, quand vous voulez. Voilà. Bonjour, merci pour votre présence. Et c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je ne vous vois pas donc à l'écran, mais je tiens à remercier les organisateurs et notamment Madame Millot. Je tiens aussi à remercier Monsieur Parmentier qui effectivement m'a permis de pouvoir intervenir en visio. Et d'ailleurs, je vous prie de m'excuser parce que je devais être en présentiel aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Voilà. Donc j'espère que tout le monde voit effectivement mes slides. Donc, Oui. je vais vous évoquer rapidement une thématique que vous connaissez bien, qui concerne à la fois une diversité de la clinique dans les troubles du neurodéveloppement. C'est cette diversité que nous connaissons au quotidien, et moi je suis responsable de l'Institut fédératif du développement qui concentre plusieurs centres experts dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Donc une diversité dans cette clinique et la nécessité de pouvoir proposer une démarche de soins et un accompagnement qui soit sur mesure, c'est-à-dire qui puisse répondre aux besoins de chaque enfant, adolescent, chaque adulte qui présente un trouble du neurodéveloppement. Et donc, cela passe par une approche catégorielle, mais aussi, ce que je vais vous décrire rapidement, une approche fonctionnelle qui va lui être associée. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai un tout petit problème, c'est que je ne vois pas le haut de mes slides. Je ne vois pas le bandeau du haut. Bon, mais je vais composer avec ça. Alors, quand on parle d'autisme notamment, mais plus largement de troubles du neurodéveloppement, eh bien, ce qui est déjà assez compliqué, c'est que nous n'avons pas de biomarqueurs, c'est-à-dire de caractéristiques mesurables, tant sur le plan biologique que sur le plan comportemental, pour dire, voilà, on a des difficultés, des symptômes qui signent absolument un trouble du neurodéveloppement. Et pourtant, il y a bien évidemment pour nous tous la nécessité de pouvoir faire un diagnostic précoce pour justement penser à une prise en charge sur mesure. Et ce diagnostic précoce, eh bien, il est fait simplement, je dirais, sur la base de l'évaluation de comportements qui pour certains vont émerger à des stades de développement assez précoces, d'autres plus tardifs, mais ce sont des troubles qui sont importants, qu'il est important de prendre en compte rapidement, le plus précocement possible, parce que eh bien, leur prise en charge va être prédictrice du niveau d'autonomie et du niveau de la qualité de vie à l'âge adulte. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais passer rapidement, mais je voulais juste mentionner ce nouveau diagnostic, enfin nouveau depuis 2013, qui s'appelle le trouble de la communication sociale pragmatique. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous connaissez ce trouble-là. Il n'existait pas auparavant. Eh bien, c'est un trouble, je vais passer rapidement, mais simplement pour dire que c'est dans le DSM-5, dans les classifications, eh bien, c'est un trouble qui est sous-tendu par des difficultés de communication verbale et non verbale, des difficultés en termes de compétences sociales, des difficultés dans les résultats scolaires ou en termes d'emploi, et puis on parle de troubles de la cognition sociale. Ce trouble-là, je veux bien la diapo suivante. Ce trouble-là, il est apparu dans le DSM-5, puisque là, vous voyez de manière très schématique le DSM-4, donc l'ancienne classification. Alors, pardon, je vais un peu vite. Je me centre sur l'autisme là. Donc, dans le DSM-4, on parlait de troubles envahissants du développement, comme vous le savez. Parmi eux, il y avait le trouble autistique typique ou le syndrome d'Asperger. Et il y avait aussi les troubles envahissants du développement non spécifiés et puis d'autres autres troubles comme le REP et le trouble désintégratif. Slide suivante. Eh bien, quand vous regardez le bas de la diapositive, si j'étais parmi vous, j'aurais utilisé mon pointeur. Dans le DSM-5, eh bien,
tous les diagnostics qui sont dans le trouble envahissant du développement ont été résumés, ont été réduits à un seul diagnostic qui est le trouble du spectre de l'autisme, mais a été rajouté ce trouble de la communication sociale pragmatique qui regroupait des enfants qui étaient notamment des enfants qui présentaient soit un syndrome d'Asperger, soit des troubles envahissants du développement non spécifiés. Slide suivante. Oui, si vous voulez bien revenir à la slide précédente alors. Pardon. Voilà. Si je pointe ça, c'est simplement pour montrer les limites, on pourrait dire, de la perspective catégorielle qui consiste à se dire, quand on passe du DSM-4 au DSM-5, on passe de plusieurs diagnostics dans le champ de l'autisme à un seul, eh bien, il y a un pourcentage des enfants avec troubles envahissants du développement qui ne rentrent pas, si je puis dire, qui n'ont pas les critères pour rentrer dans le diagnostic de TSA. Et donc, on a dû créer une nouvelle classification, un nouveau diagnostic qui est celui des troubles de la communication sociale pragmatique. Donc, cela pointe finalement, disons cela, un peu les limites d'une approche qui est purement catégorielle. Un second élément que je voudrais mentionner, c'est que quand on regarde les troubles envahissants du développement non spécifiés, eh bien, ils représentaient dans le DSM-4 la grande majorité des troubles envahissants du développement. Et parmi mes collègues pédopsychiatres, parfois, j'entends dire c'est un enfant qui présente un TED, qui présente un trouble envahissant du développement. Donc, on peine un peu, on a un peu peiné et on l'est encore pour certaines situations à bien spécifier le diagnostic, ce qui est pourtant, évidemment, est bien hautement important. Slide suivante. Alors, après avoir évoqué rapidement la question catégorielle dans le champ de l'autisme, voilà ce que j'ai recopié de ce que nous a adressé la délégation interministérielle dans le cadre de la nouvelle stratégie qui met à l'honneur l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et qui resitue l'autisme parmi les troubles du neurodéveloppement après l'avoir mis en exergue dans les précédentes finalement les précédentes présentations. Là, on nous dit les troubles du neurodéveloppement concernent une personne sur 6, l'autisme 1 à 2% de la population, les 10, 8% de la population, le TDAH, 6% des enfants, 3% des adultes, et le handicap intellectuel, c'est 1% de la population. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est non seulement sur le fait que le plus souvent, il y a plusieurs troubles du neurodéveloppement associés, autrement dit, le pluridiagnostic, les comorbidités parmi les TND, c'est la règle plutôt que l'exception. Donc, on a plus souvent des enfants qui ont un TSA plus un TDAH plus un trouble moteur ou un TSA plus un handicap intellectuel, bref, vous m'avez compris, que des enfants qui ont un diagnostic unique. Et puis, il y a une fréquence qui est importante, plus de 50% des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement ou plusieurs troubles du neurodéveloppement avec d'autres troubles, d'autres difficultés qui peuvent être somatiques ou qui peuvent être d'ordre pédopsychiatrique. Donc, on est véritablement dans une diversité, non seulement pour circonscrire le TSA, je dirais, spécifique isolé, mais aussi pour penser une clinique dans laquelle l'association, la comorbidité, d'autres disent la co-occurrence, eh bien, fait loi, puisqu'on a une association de troubles du neurodéveloppement et de troubles psychiatriques associés. Slide suivante. Voilà un tableau qui répertorie les troubles psychiatriques, les troubles somatiques et des troubles développementaux qui se retrouvent associés aux troubles du neurodéveloppement. Donc, lorsqu'on parle vraiment de diversité, eh bien, dès qu'on s'intéresse à la clinique des enfants et adolescents qui sont atteints de troubles du neurodéveloppement, eh bien, on va se retrouver avec une série de difficultés, une série de troubles qui sont souvent associés.
ce qui, évidemment, génère une forme de complexité si on veut penser une prise en charge sur mesure. Slide suivant. Bon, c'est une diapositive un petit peu compliquée, mais, enfin un petit peu dense, je dirais, mais qui évoque aussi des différences de prévalence entre les garçons et les filles. Et là encore, une série de troubles qui sont souvent associés, des troubles du langage, des troubles de la lecture, des troubles de la parole et des troubles autistiques. Slide suivant. Il y a aussi autre chose qui majore cette diversité-là, et donc notre difficulté finalement en tant que clinicien, eh bien, c'est la différence d'expression du trouble autistique entre les garçons et les filles. Hein, il y a cette idée qui a été décrite par certains auteurs du camouflage, c'est un terme qui a été utilisé comme tel. Les filles tenteraient, je dirais, de camoufler leurs difficultés, ce qui fait qu'il y a un retard diagnostique. C'est pas tant qu'il y aurait moins de filles forcément qui sont atteintes par rapport aux garçons, et c'est que le diagnostic serait plus compliqué et qu'il faudrait à ce moment-là, ce qui est diagnostiqué, ce sont les formes les plus sévères. Bon. Pour certains, par exemple, comportements restreints, certains comportements répétitifs ou certains intérêts restreints, eh bien, par exemple, les petites filles ou les adolescentes vont avoir un intérêt restreint qui porte sur les poneys ou sur les animaux. Bon, on a du mal à ce moment-là d'emblée à faire le lien avec l'autisme, quand bien même, eh bien, c'est un intérêt restreint. Voilà, donc cette diversité, cette hétérogénéité entre filles et garçons concernant l'expression symptomatique de l'autisme. Slide suivant. Voilà, et c'est une slide qui suit la précédente dans le sens où effectivement, vous voyez, du côté gauche, eh bien, on a des scores plus élevés dans les comportements répétitifs et stéréotypés pour les garçons. On peut avoir, pour certains auteurs, une comorbidité plus importante, et chez les filles, de meilleures capacités de communication, des stratégies de camouflage, avec des difficultés qui sont qui seraient plus internalisées chez les filles, c'est-à-dire chez les garçons, des difficultés comportementales au regard de leur souffrance à l'école. Chez les filles, leur souffrance, elle se manifesterait par exemple par des difficultés plus émotionnelles, voire une dépression, voire une anxiété qui serait au premier plan, et donc que l'on aurait peut-être, en lien avec les autres éléments que j'ai mentionnés, plus de mal à relier à un diagnostic d'autisme d'emblée. Donc un retard de diagnostic chez les jeunes filles. Slide suivante. Alors, ce que j'indique là, c'est que ce qui va finalement sous-tendre, là encore, une certaine difficulté pour s'autoriser à poser des diagnostics précoces et puis aussi à distinguer ce qu'il en est je dirais, d'un trouble par rapport à un autre, en tout cas de l'expression d'un trouble par rapport à un autre, c'est que on rencontre des enfants qui présentent des difficultés d'interaction sociale. C'est quelque chose qui nous est décrit régulièrement. C'est un enfant qui a du mal à s'inscrire dans son interaction avec ses pairs, par exemple à l'école. Il a du mal à interagir avec les enseignants, mettons. Bon. Quand on pense difficulté d'interaction sociale, eh bien immédiatement, on va penser d'abord trouble des interactions sociales ou trouble de la communication sociale maintenant, qui renvoie à un diagnostic d'autisme. Oui, mais vous avez, pas dans tous les cas, dans certains cas, des enfants qui présentent un trouble attentionnel avec ou sans hyperactivité, qui va sous-tendre des difficultés d'interaction sociale. Vous avez des enfants qui présentent un handicap intellectuel, parfois associé avec les deux diagnostics précédents, parfois pas, mais qui va générer aussi des difficultés d'interaction sociale. Vous avez enfin des enfants, pas tous encore une fois, mais des enfants qui présentent une dyspraxie que l'on appelle aussi dans les classifications trouble développemental de la coordination,
Lorsque cette dyspraxie est sévère, ce sont des enfants qui, même sans autre difficulté, vont avoir des difficultés d'interaction sociale. Donc, vous voyez que finalement, on peut avoir un symptôme qui apparaît, qui est au premier plan. Eh bien, il faut prendre le temps de bien décrire les difficultés de l'enfant avant de le relier trop vite à un ou plusieurs diagnostics. Je reçois effectivement dans mon cabinet des enfants pour lesquels on me dit il a des difficultés d'interaction sociale, il présente un trouble du spectre de l'autisme. C'est parfois vrai, c'est parfois faux. Il présente des difficultés d'interaction sociale pour d'autres raisons. Donc, il y a parfois un hiatus entre la clinique, l'expression symptomatique et un lien qui est parfois trop direct avec une symptomatologie, avec un critère diagnostique qui parfois va un peu résumer la clinique, je dirais à tort. Slide suivante. Alors, je reste centré pas sur l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais sur l'autisme. Et vous voyez que cette diversité, eh bien, elle est aussi nourrie, au-delà de la catégorie prototypique que nous décrit effectivement Laurent Montreux, eh bien, pour certains auteurs, elle est nourrie d'une forme de neurodiversité dans le sens d'un continuum finalement de l'expression de l'autisme, un continuum avec le fonctionnement ordinaire. D'autres vont évoquer un continuum qui serait neurodéveloppemental, qui décrit finalement des personnes qui présentent des symptômes en termes de fonctionnement cognitif, en termes d'adaptation sociale. Eh bien, ces éléments-là, fonctionnement cognitif, adaptation sociale, se retrouvent dans plusieurs difficultés, le trouble du spectre de l'autisme avec handicap intellectuel, mais aussi dans certaines formes de schizophrénie, mais aussi dans l'anorexie mentale, mais aussi dans certains troubles de l'humeur ou troubles anxieux. Bref, on serait à ce moment-là dans une forme de continuum, pas tant entre le fonctionnement ordinaire et le fonctionnement de personnes qui seraient plus en difficulté socialement, mais dans un continuum neurodéveloppemental. Autisme S et autisme S+, c'est mettre en avant le poids des comorbidités que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Je répète dans cette diapo qu'il y a aussi une hétérogénéité sur le plan clinique garçon-fille. Et puis une dernière hétérogénéité qui est celle du développement, c'est-à-dire que des symptômes qui sont présents, une expression clinique à l'âge de 5-6 ans chez le même enfant ne sera pas la même chez cet enfant-là lorsqu'il aura 10, 12, 13, 14 ans. Il y a une évolution aussi dans la trajectoire développementale. Slide suivante. Bon, là, je vais passer assez vite, mais je voulais quand même mentionner Gilbert, qui, je dirais, parmi les premiers, a mis l'accent dès 2010 sur des symptômes communs parmi les troubles du neurodéveloppement et parmi d'ailleurs des troubles pédopsychiatriques qui s'associent aux troubles du neurodéveloppement. Et donc, l'importance des comorbidités et avec aussi parfois certains facteurs de risque, notamment génétiques, notamment environnementaux, qui croisent certains troubles du neurodéveloppement. Slide suivante. Voilà pour Gilbert, en tout cas, eh bien, une liste de troubles. Alors, parmi les troubles du neurodéveloppement et pas parmi les troubles du neurodéveloppement, pour lesquels il y aurait des symptômes qui se recouperaient, qui seraient un peu communs entre les uns et les autres, et ce qui vient, encore une fois, je dirais, majorer une forme de difficulté et donc de prudence à avoir lorsqu'on est dans une démarche diagnostique. Slide suivante. On va passer cette slide pour qu'on ait le temps de la discussion, si vous voulez bien. Voilà. Alors, quand on reste centré sur l'autisme et qu'on quitte la clinique pour aller voir plutôt du côté de la génétique, donc de l'étiologie, eh bien, on retrouve là aussi une forme de, je dirais, une forme de complexité dans le sens où
il y a, comme pour les différents diagnostics qui s'associent, une forme d'interaction entre les diagnostics. Eh bien, cette interaction entre les diagnostics qui va sous-tendre une diversité clinique, elle se retrouve aussi sur le plan génétique. On n'a pas trouvé de lien direct, je dirais bijectif, je parle un peu aux mathématiciens là, c'est-à-dire de lien direct, de lien de cause à effet entre un variant génétique et un diagnostic. Parfois, il y a un seul variant qui va avoir un impact important sur des dimensions spécifiques du phénotype, c'est-à-dire sur des aspects, sur des domaines spécifiques, mais pas forcément sur un diagnostic, je dirais un diagnostic d'autisme par exemple. Mais dans d'autres situations, chez d'autres enfants, eh bien, on va retrouver une combinaison de plusieurs variants, plusieurs mutations, plusieurs délétions, et on va se rendre compte que c'est finalement l'interaction entre ces différentes anomalies qui peut sous-tendre la symptomatologie clinique. C'est en cela qu'on parle, c'est en cela que Sylvie Torgman parle d'un modèle polygénique, parce qu'on n'est pas avec un gène égale une conséquence, on est plus sur l'interaction des gènes, et puis parfois on dit épistatique dans le sens où parfois l'expression d'un gène va avoir un impact sur l'expression du gène voisin. Slide suivante. Alors, une diapositive un peu dense, et je m'en excuse, mais qui vient un peu résumer les choses, à la fois sur le plan, attendez que je me retrouve parce qu'il me manque une petite partie, voilà. Sur le A, eh bien, vous avez l'autisme prototypique, vous avez ce continuum dont je vous ai parlé, et vous avez cette hétérogénéité clinique, parce que certains enfants avec autisme vont présenter, comme c'est le cas pour le bonhomme en orange, un handicap intellectuel, mais lui va présenter des troubles du sommeil, lui va présenter aussi des troubles gastro-intestinaux ou des difficultés sur le plan sensorimotrice, alors que le petit bonhomme vert, lui, va avoir comme le orange, un handicap intellectuel, mais il va avoir aussi l'épilepsie. Bon. Donc, cette hétérogénéité sur le plan clinique. Le C, ce qu'il indique, c'est que parfois vous avez l'association de mutations génétiques sur plusieurs gènes qui vont être mises en lien avec l'expression de l'autisme. Mais quand vous prenez l'un de ces gènes, l'une de ces mutations, par exemple, lorsqu'elle porte sur SHANK3, eh bien cette mutation-là, elle va avoir comme expression potentiellement plusieurs troubles, dont l'autisme, mais donc elle n'est pas spécifique à l'autisme. Certaines personnes qui auront des mutations des gènes SHANK3 vont présenter un trouble bipolaire, d'autres une épilepsie, d'autres un autisme, d'autres une schizophrénie, d'autres rien du tout. C'est le carré NS. Donc on est dans cette complexité, je dirais, sur le plan génétique. Sur le D, ce qu'il est important aussi, et ce qui me semble très important à mentionner, c'est quand même aussi la prise en compte du développement et le poids aussi de l'environnement. Quand je dis l'environnement, je parle de l'accompagnement en termes de soins, en termes de rééducation, en termes évidemment je dirais, de parcours scolaire. Il y a une évolutivité, il y a une modification dans le sens finalement d'une plus grande autonomie pour certains de nos enfants, d'un gain en termes de capacité d'interaction sociale et de communication. Bref, ce que nous leur proposons va avoir un impact direct, bien évidemment, sur l'expression clinique jusqu'aux symptômes finalement. Donc, on n'est pas évidemment dans quelque chose qui est arrêté dans le temps, puisqu'on est face à des enfants qui sont en développement avec une évolutivité et parfois un pronostic qui est très intéressant. Slide suivante. Voilà. Ce que je précise aussi, c'est que les variations génétiques, comme je vous le disais, ne codent pas directement pour l'autisme, mais elles vont influencer la connexion de circuits neuronaux, elles vont influencer le développement cognitif de l'enfant,
et elles vont avoir un impact sur des difficultés motrices dans l'autisme, une atypicité pour certains du suivi oculaire, pour d'autres, dans d'autres sous-groupes et finalement d'autistes, l'expression d'une épilepsie ou des troubles du sommeil. Donc, on n'est pas dans un lien direct entre anomalie génétique et un diagnostic, mais plus entre anomalie génétique, interaction entre les gènes et l'expression clinique de certains domaines dans le champ de l'autisme. Voilà. Et puis, il y a aussi, parce que quand on évoque la génétique, il faut aussi évoquer l'épigénétique, et je pense que c'est la slide suivante, eh bien, une interaction entre des variants, merci, entre des variants héréditaires, des éléments génétiques, et puis des facteurs environnementaux qui peuvent être, par exemple, d'ordre la prématurité, ou qui peut être le petit poids de naissance, ou qui peut être le fait de fumer ou de boire durant la grossesse, ça peut être aussi le stress auquel peuvent être soumises certaines mères, certaines infections. Bref, on est véritablement dans une interaction gène-environnement au travers de ces mécanismes épigénétiques. Diapo suivante, j'accélère un petit peu. Sur cette diapo, ce qu'il faut lire, c'est véritablement le poids de l'environnement, autrement dit, de ce que l'enfant et l'adolescent vont vivre au travers de leur expérience interactive avec leurs parents, les aidants, les pairs, les professionnels, les interventions adaptées, parce que cette expérience de vie-là a un impact directement, au travers de la neuroplasticité notamment, sur les réseaux neuronaux, voire même sur l'expression génétique dans certaines situations. Donc, on est vraiment dans quelque chose de dynamique et dans lequel, bien évidemment, la place de l'expérience de vie est essentielle. Bon, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Slide suivante. Donc, c'est pour ça que je parle de complexité dans le champ de l'autisme, complexité avec une diversité des trajectoires développementales, une diversité des histoires individuelles, une diversité des interactions gène-environnement. Et c'est pour cela que si on veut penser un projet de soins et d'accompagnement sur mesure, eh bien, il faut en passer par une approche donc catégorielle, poser des diagnostics, un ou plusieurs diagnostics catégoriels, c'est évidemment la base, c'est effectivement incontournable, mais d'aller un petit peu plus loin vers une approche fonctionnelle au travers d'une évaluation qui est dimensionnelle, vers l'autodétermination, parce que c'est cette approche fonctionnelle qui va permettre de penser l'autodétermination. Slide suivante, j'accélère, j'ai l'impression que je suis un peu en retard. Voilà, d'une manière plus que schématique, les différentes dimensions développementales. Donc, vous voyez que si on aborde un enfant au travers de ces 5 dimensions, eh bien, on n'est plus dans une approche purement catégorielle, même si elle se relie à cela, mais on pense les différentes dimensions développementales qui sont la dimension langage, la dimension motrice, la dimension cognitive, la dimension affective et la dimension somatique. Et donc, il faut penser la construction de l'enfant, son développement, dans une interaction entre ces dimensions. Quand je dis une interaction entre ces dimensions, c'est que, par exemple, pour vous donner rapidement un exemple, eh bien, il y a une interaction, par exemple, entre le développement du langage et le développement de la motricité. Pour parler, il y a aussi des praxies orofaciales, il y a aussi une motricité qui doit y participer, par exemple. Dans le développement cognitif, eh bien, le langage et la motricité y participent. La dimension affective va participer, va avoir un impact sur le développement du langage, de la motricité, voire l'émergence de troubles des apprentissages. Bon. Les aspects somatiques, j'ai mentionné tout à l'heure l'épilepsie, mais ça peut être l'audition ou la vision, ce sont bien évidemment des éléments qui vont participer à la construction de soi. Vous comprenez bien que si on reste dans une démarche purement catégorielle dans le champ des TND, on va poser un diagnostic d'autisme ou de TDAH ou de troubles moteurs. Oui, mais est-ce que en posant ces diagnostics-là, on a d'emblée la clé de ce qu'il faut proposer comme prise en charge à l'enfant que nous avons en face de nous? Je n'en suis pas sûr. Et donc,
il faut aller vers cette évaluation complémentaire qui est pluridimensionnelle. Je vous le dis de manière un peu journalistique, on peut en discuter, mais comme j'ai effectivement assez peu de temps, slide suivante. Alors voilà, de manière un peu violente, je m'en excuse, mais vous voyez une forme de listing. Mais si vous regardez une forme de listing des différentes dimensions à aller regarder, si vous regardez simplement la colonne de gauche, vous retrouvez de manière un peu plus détaillée que sur mon schéma un petit peu simpliste. Alors, au départ, vous avez juste les critères diagnostiques. On n'est pas dans le dimensionnel, on est dans le catégoriel, mais juste en dessous, vous avez intelligence globale et domaine cognitif plus spécifique. Là, vous avez la dimension cognitive, puis vous avez la dimension langage, puis vous avez la dimension motrice et sensorielle, puis vous avez les aspects somatiques, puis vous avez les aspects affectifs. J'ai rajouté les troubles du comportement parce que on garde en tête effectivement les difficultés comportementales et notamment les comportements problèmes. Et j'ai rajouté une forme de supradimension, mais qui est évidemment essentielle pour nous, qui est la question de l'autonomie, la question de l'adaptation, la question de l'autodétermination et la question de la qualité de vie. Comment évaluer la qualité de vie des enfants avec troubles du neurodéveloppement? Nous sommes en train de développer justement un projet à ce sujet. Si on veut penser un projet de soins sur mesure, au-delà des diagnostics catégoriels qu'il faut poser, et qui sont parfois, encore une fois, je dirais multiples, eh bien, il peut être intéressant, à partir d'un examen clinique généraliste, d'aller voir, je dirais un examen clinique généraliste, un examen que savent faire nos éducatrices spécialisées, notamment, ou en tout cas nos cliniciens en règle générale, eh bien, on peut aller voir les différents domaines, s'il y a des choses à travailler plus spécifiquement, afin de penser ce projet de soins et d'accompagnement sur mesure. Et donc, j'ai mentionné les différentes sous-dimensions dans chaque dimension, mais je ne vais pas les lire de manière évidemment exhaustive. La dernière colonne, ce sont les quelques tests, les quelques évaluations qui peuvent être utilisées, là encore, sans être exhaustif. Diapo suivante. Voilà, donc il faut rechercher la complexité des troubles, qui est plus souvent la règle que l'exception. Vous passez la diapo suivante parce que j'aimerais qu'on ait le temps de l'échange. J'insiste sur cette diapo, sur l'approche fonctionnelle, qui est une approche dimensionnelle. Vous avez compris qu'elle est dimensionnelle, donc si on dit pluridimensionnelle, on dit pluridisciplinaire, pourvu que chaque corps de métier puisse s'efforcer finalement d'explorer une dimension et en étant pluridisciplinaire, en étant dans un échange, dans un partage finalement des points de vue, à ce moment-là, on peut aller vers une représentation de la trajectoire développementale de l'enfant et vers une élaboration d'un projet de soins et d'accompagnement sur mesure, ce qui veut dire adapté aux besoins de l'enfant ainsi qu'à ceux de sa famille, en vue d'améliorer bien évidemment ses capacités d'intégration sociale, scolaire et puis plus tard professionnelle. Je ne suis pas sûr que j'ai une autre diapo. Voilà, donc témoignage de 2 personnes, évidemment. Donc j'ai terminé, pardon pour cette rapidité d'élocution et de présentation, mais c'était un petit peu le jeu. Je ne sais pas si c'est le moment de répondre à certaines questions. C'est exactement le moment. Merci beaucoup, c'était très très clair. Alors, vous ne voyez pas la salle, ça ne doit pas être très simple pour vous. Là, il y a beaucoup de monde, il y a plus de 230 personnes qui vous regardent et on va avoir certainement beaucoup de questions. Écoutez, je reste à votre disposition. Je ne suis pas du tout professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup plus de professionnels dans la salle que de représentants des familles. Mais j'ai quand même un certain nombre de connaissances sur l'autisme. Et il y a une chose qui apparaît très peu dans votre présentation et dont il me semble qu'on parle de plus en plus, c'est les particularités sensorielles des personnes autistes. Comment vous les situez dans ce que vous venez de nous expliquer ? Alors, vous avez raison, madame. Les particularités sensorielles, c'est de plus en plus, je dirais, donc, évoqué, travaillé. Et d'ailleurs,
quand on parle des particularités sensorielles, il s'agira de préciser à un moment donné quelles sont les particularités qui se rattachent à l'autisme, deux particularités sensorielles qui peuvent se retrouver dans d'autres troubles du neurodéveloppement. J'en ai parlé assez peu, j'ai quand même indiqué, si vous en êtes d'accord, mais j'en suis désolé, c'est passé un peu vite, j'ai évoqué dans justement l'approche dimensionnelle les aspects d'intégration sensorielle. Donc, j'ai rajouté à la motricité, bien évidemment, les aspects sensoriels qui font partie du diagnostic de troubles du spectre de l'autisme, mais qu'il s'agit de décrire avec plus de spécificité chez nos enfants avec autisme pour savoir, encore une fois, dans une démarche sur mesure, ce qu'on peut leur proposer. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais encore une fois, il s'agira de préciser ce qui serait spécifique à l'autisme et les particularités, en tout cas des difficultés d'intégration sensorielle ou des préoccupations sensorielles qu'on peut retrouver chez d'autres troubles du neurodéveloppement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille mettre cela en avant, bien évidemment. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'avais une question concernant l'autisme prototypique. Est-ce que vous pensez que la recherche des interactions entre les variants normaux pourra donner une possibilité de dépistage ou de diagnostic comme une sorte de biomarqueur des scores polygéniques? Alors, écoutez, vous me posez une question qui est bien compliquée parce que je n'ai pas regardé la littérature très récente là-dessus. Je sais que Laurent Motron, alors j'ai évoqué un article de 2021 qui date un peu. La recherche, si vous voulez, elle se développe à ce sujet. Concernant la question des biomarqueurs, on peut travailler sur d'autres biomarqueurs et notamment, nous sommes en train de travailler avec l'équipe de David Cohen de la Salpêtrière sur un biomarqueur qui est celui de la spécificité des troubles moteurs. C'est-à-dire que, si je dis ça, c'est que quand on parle de biomarqueurs, on peut penser génétique, mais il pourrait être utile aussi d'avoir cette approche dimensionnelle dans le cadre de cette recherche de biomarqueurs. Autrement dit, est-ce qu'il y aurait des spécificités de la motricité chez les enfants avec autisme, même si les aspects moteurs ne font pas partie, comme vous le savez, des critères diagnostiques. Et là, je ne parle pas des comorbidités avec des troubles moteurs, hein, avec des troubles praxiques. Je ne réponds pas directement à votre question, mais je réponds sur l'intérêt, effectivement, de travailler sur des biomarqueurs. Après, comme vous l'avez vu, et je m'en excuse encore une fois rapidement, il y a ce continuum qui est aussi décrit par certains auteurs, même si on peut tout à fait, bien évidemment, souscrire à l'idée d'un autisme prototypique. Mais y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Moi, je me demandais, en fait, entre la partie génétique et la partie fonctionnelle, est-ce qu'il n'y aurait pas des niveaux de compréhension qui seraient peut-être métaboliques, physiologiques, et qui permettraient de comprendre, en fait, ou du moins de distinguer ce qu'il pourrait y avoir des dysfonctions primaires, et puis peut-être des symptômes qui seraient plus des stratégies d'adaptation aussi à ces difficultés? Dis donc, effectivement, vous posez des questions très importantes qui mériteraient véritablement un débat et beaucoup plus de temps. Je vous répondrai deux choses. Alors, par rapport à ce que vous évoquez de la compensation, ce que vous dites est essentiel aussi, c'est-à-dire que quand on rencontre un enfant qui a 9-10 ans et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, statistiquement a plus de risques d'avoir plusieurs troubles du neurodéveloppement qu'un seul d'ailleurs, eh bien, il s'agit à la fois d'être dans une démarche catégorielle, mais aussi de prendre en compte, finalement, ces phénomènes de compensation parce qu'il s'est habitué, il a trouvé un moyen de gérer, finalement, ces difficultés. Pardon ?
On vous écoute. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a trouvé un moyen aussi de gérer ses difficultés. Et donc, son expression symptomatique, eh bien, elle est singulière aussi finalement de ce point de vue-là. Bon, et ça, ce que vous soulevez, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est très important. Sur ce que vous évoquez, finalement, d'anomalie métabolique, au regard de cette interaction gène-environnement, au regard de cette polygénie, de ces phénomènes que je vous ai décrits tout à l'heure, et des mécanismes épigénétiques, la difficulté qui est la nôtre, au-delà même de la question du développement et de la modification, de l'évolution de l'expression clinique en fonction du développement pour chaque individu, c'est qu'on ne retrouve pas de lien direct, encore une fois, entre une anomalie génétique ou métabolique et une expression symptomatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu encore et que peut-être on n'arrivera pas à mettre en évidence, si vous voulez. C'est plus dans l'interaction de certains facteurs génétiques, de certains facteurs environnementaux, de mécanismes épigénétiques, et puis aussi l'expérience de vie de chacun est unique par définition, si vous voulez. Donc, de finalement mettre de côté tout cela pour se dire il y aurait un lien direct entre une anomalie métabolique et un diagnostic que nous pourrions suffisamment circonscrire, ce que d'ailleurs nous n'avons pas tout à fait réussi à faire, je vous l'ai montré encore une fois trop rapidement, mais entre le DSM-4 et le DSM-5, et ce nouveau diagnostic a été créé pour pouvoir le proposer à certains enfants. Enfin, on voit bien que circonscrire sur le plan diagnostique et faire des liens entre génotype et phénotype, ou entre anomalie métabolique et phénotype, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, et je ne suis pas sûr que ça pourra être fait, un jour, si vous voulez, mais je vous le dis de manière donc tout à fait, enfin dans le premier sens du terme, quoi. Je ne sais pas bien. En revanche, d'avoir une description clinique au travers de dimensions, de sous-dimensions telles que je vous les ai montrées sur le tableau, en prenant en compte finalement la singularité de chacun, avec aussi les mécanismes de compensation que vous avez décrits, ça peut nous permettre d'aller plus rapidement vers un projet de soins sur mesure, sans pouvoir, encore une fois, prédire l'avenir. Y a-t-il d'autres questions? A priori, plus de questions. Merci, professeur Xavier, pour cette intervention passionnante. Merci à vous. Et encore une fois, excusez-moi de ne pas être avec vous aujourd'hui, parce que je le souhaitais. Merci. Au revoir, à bientôt.